Le mouvement de résistance palestinien Hamas a officiellement annoncé avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec Israël visant à mettre fin à la guerre génocidaire prolongée menée par le régime d'occupation contre la bande de Gaza. Selon leur communiqué, l'accord comprend la fin totale de la guerre, le retrait complet des forces israéliennes de Gaza, l'entrée de l'aide humanitaire et un échange de prisonniers. Enfin, le mouvement a réaffirmé qu'il ne renoncera jamais aux droits nationaux du peuple palestinien et qu'il poursuivra sa lutte jusqu'à l'obtention de la liberté, de l'indépendance et de l'autodétermination. Un haut responsable du mouvement palestinien de la résistance Hamas a appelé les médiateurs impliqués dans l'accord de cessez-le-feu à Gaza à veiller à ce que le régime israélien respecte pleinement et sans délai les termes du compromis conclu. Oussama Hamdan a déclaré que le Hamas n'acceptera aucun échange de prisonniers tant qu'un cessez-le-feu complet et inconditionnel n'aura pas été officiellement déclaré. Il a souligné que la priorité absolue de l'accord est l'arrêt total de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza. L'accord prévoit également la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité, ainsi que celle de 1700 prisonniers originaires de Gaza. Parmi les autres conditions figurent le retrait des forces israéliennes de zones clés de la bande de Gaza, notamment Gaza-Ville et Rafah. Hamdan a par ailleurs affirmé que la gestion de la bande de Gaza devra être assurée par des personnalités palestiniennes indépendantes, sans aucune interférence de la part d'Israël. Ces déclarations interviennent après la confirmation par le Hamas de son accord sur la première phase d'un arrangement de cessez-le-feu avec le régime israélien. Le Hamas salue la résilience du peuple palestinien et réaffirme son engagement pour la libération. Le Hamas a salué la détermination du peuple palestinien tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des territoires occupés face aux tentatives du régime israélien de nier leur existence et leurs droits nationaux. Le mouvement réaffirmait son engagement total en faveur de la liberté, de l'indépendance et du droit à l'autodétermination de la Palestine. Le Hamas a également exprimé sa gratitude envers les médiateurs, le Qatar, l'Égypte, ainsi que la Turquie, le président des États-Unis pour leurs efforts dans la conclusion de l'accord de trêve. De son côté, le mouvement du djihad islamique a également accueilli favorablement l'accord en soulignant que cessez-le-feu n'est pas un cadeau, mais bien le fruit de la résistance. Il a rendu hommage aux combattants et aux martyrs palestiniens, affirmant que leurs sacrifices ont contraint Israël à mettre fin à son agression. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des Palestiniens sont descendus dans la rue de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, pour célébrer l'annonce de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement palestinien de la résistance Hamas et le régime israélien. Des foules en liesse se sont rassemblées près de l'hôpital Nasser, agitant des drapeaux palestiniens et lançant des cris de joie, marquant un moment d'espoir après 2 années d'une guerre génocidaire menée par Israël. Des pays du monde entier ont réagi à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et le régime israélien.
La Chine a exprimé son espoir de voir s'instaurer une cessation permanente et globale des hostilités israéliennes dans la bande de Gaza. Le ministère des Affaires étrangères turc a également salué l'accord, se déclarant optimiste quant à une fin des 2 années de guerre génocidaire menée par Israël à Gaza. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a qualifié l'accord d'occasion historique pour établir une paix durable en Asie de l'Ouest. Le Premier ministre indien Narendra Modi a lui aussi salué l'accord, exprimant l'espoir qu'il permette un renforcement de l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza. Le Japon a décrit cet accord comme une avancée importante vers une désescalade des tensions dans la région. De son côté, le Premier ministre britannique a qualifié ce cessez-le-feu de moment de soulagement profond qui trouvera un écho au sein de la communauté internationale. L'ONU, le Canada et d'autres puissances appellent à la mise en œuvre rapide de l'accord. Le Canada a également soutenu l'accord de trêve, soulignant l'urgence de fournir une aide humanitaire immédiate et sans entrave à l'ensemble de Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à respecter les termes de l'accord et à garantir la libération en toute sécurité des prisonniers captifs. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a quant à lui salué un progrès majeur, tandis que l'Australie a jugé l'accord vital, appelant à sa pleine application. La Nouvelle-Zélande a également salué l'accord comme une étape cruciale vers une paix durable, tout en avertissant que le chemin reste fragile et incertain. De prime abord, la situation par rapport à cette négociation, comme on n'est qu'au début du processus, on peut dire que il y a quelque chose d'important qui s'est fait en faveur des Palestiniens de Gaza, à savoir qu'ils n'ont pas une intensité dans ce qu'on appelle, dans les bombardements. Bon, à part ça, on n'est pas encore. Il faut vraiment être vigilant par rapport à cet accord et ne pas faire confiance à Israël. Déjà, même aujourd'hui, ils ont empêché les gens de monter vers le nord, donc ils ont continué, même maintenant, aujourd'hui, à bombarder. Donc, c'est le premier point, à savoir l'échange qui va avoir lieu par rapport aux otages, etc. C'est juste ce point. Mais le grand plan, il n'y a pas d'accord. Parce que sur le grand plan, que ce soit la gestion de Gaza par une autorité, notamment Tony Blair, le programme, le plan fait par le ministre de la Stratégie, Aaron Erdman, c'est très dangereux tout ça avec Jared Kushner. Il n'y a pas dans la réalité une entente ou un accord, parce qu'après après ce point-là, c'est la gestion de Gaza, après tout ça. Parce que cet accord de paix, il est vaste, il ne spécifie pas quand est-ce que l'armée israélienne se retire. Donc, et il est fait par des pro-israéliens, il faut faire attention. Donc, on n'a pas une vision sur les délais de retrait de l'armée de l'entité sioniste, Israël, et puis la gestion de Gaza. Et puis, un point très important, c'est le désarmement des armes de la résistance. Je pense qu'il faut faire attention, que la résistance doit faire attention. Si elle livre ses armes, c'est le combat est perdu. Il faut vraiment faire attention parce qu'Israël fait pression pour désarmer et le Hezbollah et le Hamas. Donc, pour qu'elle reste maître du jeu au Moyen-Orient. Donc, il faut savoir aussi que c'est un plan. Tout ça, c'est un plan pour M. Trump qui veut avoir son Nobel demain, le 10 octobre. Et puis, il y a un plan aussi de découpement,
comment dire, par rapport au Moyen-Orient, le nouveau Moyen-Orient, selon Trump, selon les sionistes de l'administration Trump et lui-même. Et donc, il faut faire attention, il ne faut pas crier victoire maintenant. C'est vrai que la population de Gaza va être peut-être moins attaquée qu'avant, bien qu'on a des informations qui continuent à être massacrées, même aujourd'hui. Et quand Trump leur a dit qu'il faut arrêter les bombardements, ils ne l'ont pas écouté. Donc, attention, il ne faut pas crier victoire, il faut rester vigilant et ne pas faire confiance à l'entité sioniste d'Israël qui ne peut pas, il peut pas y avoir de paix avec l'entité sioniste d'Israël. C'est une entité génocidaire. Donc, il ne faut pas crier victoire, à mon avis. L'enjeu, c'est toujours les armes de la résistance. Il ne faut pas que la résistance ait des armes, livre ses armes. Et puis, maintenant que le Hamas va échanger des otages, quelle est la carte de pression qu'elle aura? C'est très dangereux ce qui se passe. Il faut faire attention. Et il ne faut pas faire confiance ni aux Américains, à l'administration sioniste américaine, ni à Israël. On est à l'entité sioniste criminelle d'Israël. Il ne faut pas leur faire confiance. Donc, l'histoire nous dira qu'est-ce qu'on peut. Après, on peut faire le compte qui a vraiment gagné, qui a perdu. Parce que pour le moment, on est en train de regarder, et c'est tout. On peut que voir et suivre ce qui se passe. Parce que il faut faire attention à ces axes-là. La gestion de Gaza, elle doit pas être confiée à Tony Blair. Il faut que la résistance fait pression. Et puis le deuxième point, comme je vous ai dit, c'est les armes de la résistance. C'est deux points très importants. Le reste, un cessez-le-feu, un échange d'otages, c'est toujours des prisonniers. Bon, les prisonniers palestiniens vont être libérés. On parle de Marwan al-Barghouti, etc. C'est toujours une victoire, mais il ne faut pas crier victoire. Comme je dis, il faut rester vigilant et ne pas faire confiance ni à l'administration Trump, qui n'aura pas le prix Nobel demain, je suis sûr et certain, et qui va peut-être changer d'avis, lui, qui change d'avis comme une girouette du jour au lendemain. Et il faut toujours ne pas perdre de vue que c'est un plan sioniste du nouveau Moyen-Orient selon Trump. Voilà. Israël poursuit ses bombardements sur Gaza malgré les négociations de trêve en Égypte. Les forces israéliennes ont continué à pilonner la bande de Gaza en pleine négociation sur un accord de trêve en Égypte, provoquant davantage de destruction et des pertes humaines dans le territoire assiégé. Près de 10 civils ont été tués dans les frappes du régime israélien ce mercredi avant l'annonce officielle de l'accord de cessez-le-feu. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza dénonçait la poursuite de la campagne génocidaire par Israël qui a mené plus de 270 raids sur la région. Il a ajouté qu'Israël avait ignoré tous les appels internationaux au calme et insisté pour poursuivre sa campagne génocidaire. Le directeur du Bureau des Nations Unies pour les services de projet a également déclaré mercredi que 52 milliards de dollars seront nécessaires pour lancer la reconstruction de Gaza une fois le cessez-le-feu établi. George Moreira de Silva a précisé que 80% des infrastructures de Gaza ont été complètement détruites. Le bilan humain de la guerre génocidaire israélienne à Gaza dépasse les 67 180 morts avec plus de 169 840 blessés, majoritairement des femmes et des enfants. L'organisation humanitaire internationale Médecins sans frontières a exprimé une vive inquiétude face à la détérioration des conditions du secteur sanitaire à Gaza. Médecins sans frontières a déclaré que le secteur de la santé dans le territoire a été gravement endommagé en raison du génocide israélien en cours. MSF a précisé que certains hôpitaux de Gaza sont totalement hors service dans certaines zones, tandis que dans d'autres,
Les infrastructures sont partiellement détruites mais inaccessibles aux populations. L'organisation a ajouté que les hôpitaux encore en activité sont contraints de fonctionner en dehors de leurs locaux habituels et sont totalement épuisés. MSF a souligné que ces établissements font face à de lourdes difficultés pour assurer la production d'électricité, l'approvisionnement en eau, en chlore, en carburant ainsi que pour fournir de la nourriture aux patients. L'organisation a également rappelé avoir perdu 15 membres de son personnel à Gaza au cours des 2 dernières années. Fin septembre, MSF avait déjà averti qu'elle avait été contrainte de suspendre ses opérations médicales vitales dans la ville de Gaza alors que ses cliniques étaient encerclées par les forces israéliennes et leurs chars. Les forces israéliennes et les colons continuent d'attaquer les Palestiniens à travers la Cisjordanie occupée, provoquant davantage de victimes et de dégâts matériels. Dans l'un des derniers incidents, un jeune Palestinien a été grièvement blessé par des tirs à balles réelles d'un colon israélien dans le village de Deir Jarir, à l'est de Ramallah. Jihad Muhammad Hajjaj, âgé de 26 ans, est décédé de ses blessures quelques heures plus tard. Selon les médias palestiniens, le colon armé lançait des pierres sur des véhicules circulant sur la route entre le village et la ville de Silvad. Lorsqu'un groupe de jeunes palestiniens s'est approché de lui, il a ouvert le feu, blessant grièvement 4 d'entre eux. Cette nouvelle victime porte à 13 le nombre de Palestiniens tués par des colons israéliens depuis le début 2025. Un grand nombre de Palestiniens ont été tués et blessés parallèlement en Cisjordanie occupée depuis le début de la campagne génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza début octobre 2023. Le directeur général de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, et un haut responsable de la Société nationale pour l'énergie atomique russe, Rosatom, se sont rencontrés à Téhéran pour discuter du renforcement de la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique. Le chef de l'OIEA, Mohammad Eslami, a rencontré mercredi à Téhéran, capitale iranienne, Nikolai Spassky, directeur général adjoint aux affaires internationales de Rosatom. Spassky s'était rendu à Téhéran à la tête d'une délégation suite à la visite d'Eslami à Moscou le 24 septembre, au cours de laquelle les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la coopération pour la construction de petites centrales nucléaires, également appelées petits réacteurs modulaires SMR en Iran. Lors de la réunion de mercredi, ils ont discuté de l'élargissement de la coopération nucléaire bilatérale, notamment à travers des projets axés sur la construction des SMR. Les deux hommes ont également discuté d'un autre protocole d'accord signé lors de la visite d'Eslami, portant sur la coopération sur le projet de centrale nucléaire Iran-Hormoz, qui inclut la construction de 4 réacteurs de 1250 MW. 2 jours après la visite d'Eslami, des responsables iraniens et russes ont signé un accord de 25 milliards de dollars pour la construction de 4 réacteurs. L'accord a été signé dans le cadre du traité de partenariat stratégique global irano-russe, signé en janvier et qui comprend une feuille de route de 20 ans pour leurs relations bilatérales. Dans son compte rendu de la réunion de mercredi, l'OIEA a qualifié les échanges entre les responsables d'approfondis, précisant que les discussions ont également porté sur d'autres domaines de collaboration. Vladimir Poutine a rencontré le président tadjik Emomali Rahmon pour des discussions réaffirmant leur statut d'allié fiable. Une déclaration commune a été signée pour approfondir
leur partenariat stratégique. Moscou soulignant son rôle de partenaire économique majeur et de garant de la sécurité régionale grâce à sa base militaire. Le président russe a tenu des pourparlers de 2 heures avec son homologue tadjik, Emomali Rahmon, le 9 octobre, lors de sa visite d'État au Tadjikistan. Avant le début des discussions, le président russe a souligné que les 2 pays étaient des alliés fiables, ce que Moscou apprécie beaucoup, tandis que son homologue tadjik a déclaré que la Russie était le principal partenaire politique et économique du Tadjikistan. L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 7%, atteignant 1,5 milliard de dollars. Cette année, la croissance se poursuit et a déjà progressé. J'en ai déjà parlé et j'ai le plaisir de le répéter, de 17,3%, a-t-il mis en avant. Le président russe a souligné que la Russie faisait partie des principaux investisseurs dans l'économie tadjike. Plus de 300 entreprises coopérant avec la Russie opèrent dans le pays et les investissements russes ont dépassé 500 millions de dollars. Le chef du Kremlin a précisé que les 2 pays étaient presque entièrement passés à l'utilisation des monnaies nationales dans leurs relations financières. Les transactions commerciales s'élevant à plus de 97% à la fin de 2024.